Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie Bourdel, responsable du développement et des événements chez Admical. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette session digitale dans le cadre donc, de notre Mécène Forum sur 2 jours cette année. Et donc, vous êtes 465 inscrits et donc on a déjà plus de 70 personnes qui sont connectées avec nous ce soir. Des courageux qui vont jusqu'au bout de la journée avec nous. On est vraiment très heureux que vous soyez si nombreux. Donc, concernant les modalités, donc, en tant que participant, vous êtes sans caméra et sans micro, mais vous pourrez donc interagir si vous le souhaitez par le biais du module questions-réponses ou par le biais du module conversation. C'est donc Diane Abel, notre responsable éditoriale et des études, qui fera la modération. Et puis, donc, n'hésitez pas également à interagir à la fois via ConnexMe ou sinon sur nos réseaux sociaux. Donc, on publie très régulièrement. Vous pouvez relayer ou même publier vous-même, bien entendu. Voilà, et tout de suite, donc, je passe la parole à Agathe Leblé, directrice générale de Pro Bono Lab. Merci Julie. Bonjour à toutes et à tous. Alors on ne vous voit pas mais on vous sait nombreux et je suis ravie de vous accueillir sur cette table ronde où on va parler avec 3 intervenants et intervenantes du sujet suivant. Quel est l'impact de la crise Covid bien entendu sur les pratiques d'engagement des collaborateurs? Donc on va avoir 45 minutes à peu près ensemble pour échanger autour de ce sujet et puis avoir des retours d'expérience de nos trois invités que j'ai l'honneur d'interviewer et de questionner sur cette grande interrogation qu'on va se poser ce soir. Donc pour présenter nos intervenants et nos intervenantes, donc on est en présence d'Isabelle Delaplace. Bienvenue Isabelle, qui est déléguée générale de la Fondation d'entreprise française des jeux. Donc merci d'être à nos côtés ce soir. On est en présence aussi d'Isabelle Fieux, déléguée générale adjointe de l'entreprise des possibles, qui est à Lyon. Merci Isabelle d'être à nos côtés ce soir. Et nous avons également en notre présence Patrick Lepagnol, délégué général à l'entreprise des possibles également, que je suis ravie d'accueillir avec nous sur cette table ronde. Donc, je vous rappelle le sujet, quel est l'impact de la crise sur les pratiques d'engagement des collaborateurs? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente en 2-3 mots. Donc, je suis la directrice générale de Pro Bono Lab, Agathe Leblay. J'ai pris mes fonctions il y a quelques mois maintenant. Et pour vous donner quelques grandes lignes, Pro Bono Lab, c'est une association qui a pour propos de mettre les compétences de toutes et tous au service de l'intérêt général. Et pour ce faire, on mène plusieurs activités, des grands programmes d'intérêt général, du conseil auprès des entreprises pour engager les collaborateurs et les engager bien. Et également, on anime un observatoire, des études et des échanges au sein d'un club de membres qui nous suivent. Avant de commencer cette table ronde, je souhaitais vous rappeler quelques données qui me semblaient importantes dans le cadre de ce questionnement. Déjà qu'il y a 1,5 million d'associations à peu près en France, c'est une source qui est proposée par l'INJEP et un chiffre de 2017, dont 10% sont employeuses, et c'est important parce que ça fait à peu près 1,8 million de salariés qui travaillent au sein d'associations. Il y a à peu près 20 millions de bénévoles en France, ce qui est quand même assez conséquent. Et lors de cette crise Covid et du premier confinement, la réserve civique a vu à peu près 300 000 personnes qui ont souhaité se mobiliser auprès d'associations et grosso modo 100 000 missions qui ont été délivrées à travers la plateforme. Donc vraiment un bon d'engagement, une prise de conscience que l'intérêt général a besoin de toutes et tous. Et parmi ces toutes et tous, il y a des salariés. Donc pour commencer cette table ronde, il y a une première chose que j'ai notée dans les échanges qu'on a menés avec nos 3 intervenants et intervenantes, c'est que l'envie de s'engager a émané des collaborateurs. Et je voudrais interroger Isabelle et Isabelle sur cette première question. Comment les collaborateurs finalement vous ont signifié leur envie de s'engager dans le cadre de la crise, chacune dans le contexte qui est le vôtre? Et est-ce que ce souhait d'engagement a été plus fort avec cette crise Covid et comment vous l'avez dénoté? Isabelle, du coup de la Fondation FDJ, je veux bien que tu commences à répondre à cette question.
D'accord, merci Agathe. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir vous parler de l'engagement des collaborateurs de FDJ lors de cette crise et plus généralement, peut-être pour resituer notre contexte, la Française des Jeux FDJ est l'héritière de la Loterie nationale des gueules cassées qui était née pour venir en aide aux soldats défigurés pendant la Première Guerre mondiale. Et nous avons aussi une longue tradition de mécénat structuré au travers de sa fondation depuis plus de 25 ans et de pratique aussi du don d'urgence. Au moment de la crise et face à la crise, dès la première semaine de confinement, nous avons souhaité réagir très très vite. On était alertés par nos partenaires, puisqu'on a des partenaires associatifs qu'on connaît très bien, qui nous ont alertés très rapidement sur la situation sur le terrain. Et on a fait très rapidement don d'1 million à l'Alliance Tous Unis contre le virus, dont on a déjà parlé aujourd'hui. Et aussi en parallèle en soutenant nos partenaires historiques avec lesquels on pratique les dons d'urgence quand il y a des catastrophes, Secours populaire et Croix-Rouge française qui interviennent sur ce type de dons. Donc c'est pas surprenant, ça ne nous a pas surpris que les collaborateurs du groupe émettent la volonté de se mobiliser. Ce qui nous a plus surpris, c'est peut-être le nombre, mais surtout avec les difficultés qu'ils rencontraient à ce moment-là, avec leurs difficultés personnelles, avec leurs soucis personnels, la préoccupation de leurs proches. C'est plus ça peut-être qui nous a interpellés, c'est la réaction importante de ces collaborateurs qui se sont tournés assez naturellement vers la fondation. Ça fait quelques années maintenant qu'on travaille à développer, à encourager et à faciliter leur engagement. Et très naturellement, ils nous ont contactés. On reste une entreprise de taille humaine. Hein. Il y a 2500 collaborateurs en tout, 2000 en France où intervient la fondation. Et du coup, ils nous ont contactés par téléphone, par mail. Voilà. C'était les différentes modes d'intervention des collaborateurs auxquels il a fallu qu'on réfléchisse après. Voilà peut-être pour préciser. Merci beaucoup Isabelle. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que les collaborateurs ont été capables de se saisir finalement d'une fondation d'entreprise qui était relativement ancrée dans la culture de la structure FDJ, ce qui a permis possiblement à certains et à certaines de réagir et d'être en demande d'engagement. Isabelle, de l'entreprise des possibles, de ton côté, comment s'est manifestée cette envie d'engagement et tu peux nous préciser effectivement aussi comment fonctionne l'entreprise des possibles, parce que pour toi, les modalités sont un peu différentes, et nous parler de ce potentiel engouement auquel tu aurais pu être confronté à l'entreprise des possibles. D'accord. Bonjour. Alors, effectivement, l'entreprise des possibles, c'est un fonds de dotation qui a été créé en février 2019 sur le territoire de la métropole de Lyon, qui est un collectif aujourd'hui de 55 entreprises et à peu près 32 000 collaborateurs. L'originalité de la démarche, c'est de proposer aux dirigeants effectivement d'adhérer au collectif et d'embarquer leurs collaborateurs sur notamment deux axes, qui est de faire des missions de bénévolat dans des associations que nous référençons, et puis de faire des dons de congés payés. Et ces deux axes étant au profit de la cause des sans-abri. L'idée, c'est vraiment initiale, fonds de dotation a été créé par Alain Mérieux, c'est de pouvoir faire baisser significativement le nombre de sans-abri sur la métropole de Lyon en embarquant effectivement ces collaborateurs d'entreprise. Donc, effectivement, on est inter-entreprise et on agit sur un territoire. Donc, ça a effectivement des caractéristiques un peu particulières. Alors, nous, pendant le Covid, on a très vite agi sur l'urgence et essayé de répondre aux besoins des associations qui sollicitaient. Mais non, on a été aussi beaucoup l'écho des entreprises qui tenaient leurs salariés souvent en télétravail et qui disaient qu'ils ont envie de faire du bénévolat. Comment peuvent-ils faire ? On a eu des demandes en direct aussi par notre boîte messagerie. Et comment on y a répondu ? Bien, d'abord, on a répondu en embarquant sur les sites nationaux dont la presse se faisait l'écho.
Il y a aussi un site métropolitain qui s'appelle Tous Unis, Tous Solidaires, qui s'était mis en place, sur lequel on a aussi relayé l'information. Et puis, plus tardivement, dans la période de confinement, est arrivée les propositions de Make Sense, qui a pas mal aussi reçu, en tout cas, les réponses des collaborateurs. Ce que je pourrais dire, c'est que beaucoup ont parfois eu très envie de s'engager parce qu'ils étaient seuls chez eux, à parfois tourner en rond, comme on a fait pendant cette période-là, et qu'ils se disaient mais comment je peux donner du sens, comment je peux m'engager, et que c'est la réactivité du site sur lequel ils allaient qui a été vraiment aussi importante. Et beaucoup sont restés sans réponse pendant plusieurs jours, et ces jours furent parfois un peu longs. Après, on a eu d'autres initiatives. Nous, on travaillait beaucoup avec les associations de la métropole. On a fait beaucoup le lien entre les entreprises qui faisaient des dons en nature et les associations. Et les associations nous ont témoigné effectivement, en tout cas de l'engagement volontaire d'un certain nombre de personnes qui se proposaient pour pouvoir faire des tournées de camions, des tournées de collecte, etc. Donc ça a été aussi très, très important, et notamment auprès d'un certain nombre de centres de femmes avec enfants, puisque à Lyon, il y a 4 centres de femmes victimes de violences qui se sont ouverts pendant le confinement. Et puis, il y a eu des initiatives totalement spontanées dans des quartiers où les gens, par les réseaux sociaux, se sont collectés sur des jouets ou du matériel pédagogique et en tout cas, ont demandé aux associations de venir les charger, parce qu'il y avait parfois un peu de quantité, pour les amener dans ces centres de femmes victimes de violences, notamment avec des enfants. Voilà, donc on a vraiment senti un engouement, une solidarité extrêmement forte qui reste aujourd'hui, puisque effectivement nous on a ouvert une plateforme de numérique la semaine dernière, et les collaborateurs et les entreprises étaient en attente de pouvoir se positionner sur ce bénévolat. Merci Isabelle. Et effectivement, quand on préparait ce panel, tu nous disais qu'il y avait eu des dons importants vers l'entreprise des possibles, et que c'était, oui, effectivement, dans un moment de crise sanitaire et où la solidarité finalement a un peu émergé. Si jamais elle avait été oubliée, en tout cas là, on s'est vraiment rendu compte que c'était important. Tu nous disais que ça avait porté effectivement les actions de l'entreprise des possibles. La question suivante, et Isabelle FDJ, comme je vais t'appeler, je me retourne vers toi. Cet engagement des collaborateurs, donc qui a été en grande partie aussi spontané, comment une entreprise comme FDJ a pu l'organiser, et dans un sens assez opérationnel, sachant que j'imagine, et tu vas nous le dire, qu'il y avait peut-être des personnes en activité partielle. Du coup, est-ce qu'il y avait des choses qui ont été organisées sur un temps de travail ou hors du temps de travail? Et est-ce que dans cette idée de compétences qu'on engage auprès des associations, est-ce que c'est quelque chose qui était un besoin que tu as senti, ou il y avait plutôt un besoin d'urgence, à savoir de faire des maraudes pour celles et ceux qui avaient la capacité de le faire et le droit de le faire? Comment tu as vu les choses évoluer? Donc, dans un premier temps, sur ce qu'il a été possible de faire, soit sur le temps de travail, ou proposer des idées en dehors du temps de travail, et sur cette idée de compétences versus un besoin qui serait plus de l'urgence et qui ne serait pas forcément autour des compétences. Alors, je dirais que la question pendant le temps de travail ou hors du temps de travail ne s'est pas posée. Tout le monde était en 100%, pas de chômage partiel à la Française des Jeux. Certains avaient leur activité suspendue, mais en réalité ont été amenés à travailler là aussi en solidarité avec dans d'autres équipes qui, elles, étaient surchargées. Donc en réalité, il n'y a pas eu de désœuvrement et plutôt de la suroccupation. Et en tout cas, c'est totalement vrai aussi pour l'équipe de la Fondation, qui était totalement mobilisée à l'écoute des associations partenaires. Et en fait, notre filtre d'entrée, ça a plutôt été le besoin des associations, de nos partenaires, et la demande des collaborateurs. Aidez-moi à maintenir ce que je fais déjà, mes engagements actuels. Ça, c'était la première chose. Donc, on intervient dans le domaine de l'insertion et de l'éducation. Donc, que ce soit du coaching, du mentorat, de garder le lien avec les enfants, les scolaires, les collégiens, lycéens qui étaient dans un bouleversement total de leurs habitudes, et trouver des solutions avec eux. Voilà, ça a été vraiment répondre aux besoins des associations, aux besoins de leurs bénéficiaires qu'ils identifiaient. Et en fait, ça s'est construit petit à petit, et chacun
certains collaborateurs, avant de démarrer leur journée de travail, passaient un coup de fil chaque matin à un élève, un collégien, pour être sûr qu'il se lève et qu'il se branche avec sa classe. Et puis d'autres se sont mis à faire du soutien scolaire. C'est des modalités qu'on a réussi à mettre en place, qu'on n'avait jamais réussi à mettre en place. Ce qu'il faut préciser, c'est que nous étions en distanciel à 100%. C'est un choix qui a été fait pour protéger les collaborateurs. Donc, c'était des activités en distanciel uniquement. Si des collaborateurs ont souhaité faire des maraudes, ils l'ont fait en dehors de ce qui était proposé par la Fondation, par choix de protection des collaborateurs, qui est la première préoccupation de l'entreprise. Ça a été de proposer uniquement des activités d'engagement en distanciel via la Fondation. Et du coup, on a identifié ces activités et on a essayé en parallèle de répondre aussi aux demandes des collaborateurs, demandes d'engagement pour ceux qui souhaitaient qu'on leur apporte une mission, et puis d'autres ont reçu des demandes, soit sont déjà impliqués dans des associations, ou ont reçu des demandes d'associations de leur voisinage, et beaucoup pour du matériel de protection. On est réputé grande entreprise. Est-ce que nous n'avions pas des masques à donner, du gel à donner? Donc, on a reçu ce type de demande. Et du coup, l'équipe a souhaité mettre en place très, très rapidement et de façon très agile un mini appel à projet dédié aux collaborateurs. On en a un qui est de façon annuelle habituellement, mais là, il y a eu un petit appel à projet. Enfin, toutes les semaines, il y avait un jury qui réunissait des collaborateurs pour sélectionner des projets, et dans le cadre de ce petit appel à projet qui s'appelait 1 000 € pour ma petite asso, tout simplement. Donc là, c'était un autre type de réponse aux collaborateurs, mais aussi pour répondre à des besoins d'association. Et puis, pour faciliter les échanges, pour fédérer cet élan, pour fédérer une communauté autour de cet élan, on a mis en place un groupe Teams Solidarité Confinement, c'était son nom. Il perdure aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Teams Solidarité tout court. Et cet outil, il nous permet à la fois de donner de la visibilité à nos actions, il nous permet de faciliter le passage à l'acte, de faciliter l'inscription, de faciliter les interactions avec la Fondation. Ça s'ajoute aux boîtes mail et au téléphone et autres moyens de communiquer. Et puis l'entretien, le lien social entre collaborateurs, parce qu'ils se répondent et se donnent des conseils. Donc, voilà la réponse que je peux apporter à Agathe à ces questions. Merci beaucoup Isabelle. Et c'est intéressant de voir cette dynamique de lien qui a été créée. Puis on se posera la question de comment la faire perdurer juste après. Isabelle de l'entreprise des possibles, j'aimerais te faire réagir à un point qui me semble primordial, c'est la réponse aux besoins des associations. Est-ce que toi, de ton point de vue, tu as vu ces besoins changer? Parce que tu es aussi un acteur de terrain, un acteur qui fait un intermédiaire entre des entreprises et des associations. Tu connais bien les deux mondes. Est-ce que dans ce moment de crise Covid, tu as vu les besoins changer des associations et du coup, une adaptation nécessaire en fait des entreprises, si tant est qu'on souhaite apporter une aide solidaire auprès des associations, voir s'il y a eu justement une inflexion à mettre en place pour y répondre? Alors, je vais pas faire une réponse de Normand, mais je vais répondre un peu autrement. Ce qu'on a vu là, c'est que nous, on était effectivement l'intermédiaire entre les entreprises et les associations, et que les associations, elles étaient surprises de comment on pouvait être opérationnel et répondre. C'est-à-dire qu'il y a des demandes qu'elles n'osaient pas forcément exprimer, et quand on entendait les coordinations lors des réunions d'associations, on disait « mais nous, on peut y répondre ». Voilà. Voilà. Et je crois que c'est vrai qu'elles ont souvent l'habitude de faire avec parfois pas beaucoup de moyens. Et là, quand on apportait effectivement des réponses qui pouvaient être assez conséquentes, c'était important. Alors, je prends des exemples tout bêtes. Quand on ouvrait un centre pour les femmes, on a à un moment une entreprise qui nous a donné 15 lits complètement avec les matelas, les draps, etc. pour les enfants. Bon, ça, c'était vraiment Noël en disant, mais c'est pas possible. Et en plus, on les livre à domicile. Bon, alors du coup, les demandes ont augmenté au fur et à mesure du confinement. On n'a pas pu répondre à tout. Mais en tout cas, on a pu essayer de répondre de façon le plus pratique, au-delà de tout ce qui est produits d'hygiène, gel et masques, sur lesquels on a eu autant de difficultés que les autres. Quoique côté gel, on a pu mobiliser des entreprises. Mais voilà, donc en tout cas, on a essayé de répondre. Autre exemple aussi très concret, c'est qu'à un moment, on leur livrait du gel en 20 litres et qu'eux, ils avaient besoin de doses de 125 millilitres, 150 millilitres. Et là, on a pu faire appel à des entreprises qui nous ont donné des flacons
de la plasturgie, voilà, parce qu'on avait des réseaux. Et après, ils ont pu faire la Croix-Rouge a fait le transfert et on a pu distribuer ça. Voilà. Donc, on a essayé d'être vraiment extrêmement pragmatique et opérationnel. Et ça, je pense que ce pragmatisme voilà, les a épatés, nous aussi, parce qu'effectivement, tout le monde répondait. Nous, on n'était qu'un maillon de la chaîne. Donc, les demandes ont été particulières pendant ce temps de confinement et surtout sur la réactivité que je pense que les demandes ont du coup augmenté en disant on demande, on verra bien si ça revient. Voilà. Et effectivement, je vois qu'il y a une question qui a été posée dans le fil des interrogations et je pense que c'est une question qui est importante, mais vous commencez et vous y répondez tout à l'heure, c'est effectivement ce bon lien entre, cette adéquation entre l'apport d'aide des entreprises et notamment des collaborateurs. Donc, quand on dit collaborateurs, c'est dans le cadre de leur travail, répondant aux besoins effectifs des associations dans un temps de crise très particulier. Moi, de ce que j'entends chez Isabelle, vous avez fait en sorte d'être en adéquation avec ces besoins des entreprises, que toutes les deux avaient bien notifié que ça venait des associations. L'aide que vous apportiez vient d'abord de ce que les associations ont fait remonter comme besoin. Et ça, c'est un point effectivement primordial. Et pour aujourd'hui être un peu la représentante du monde associatif, effectivement, d'avoir des entreprises et des collaborateurs qui ont en tête les enjeux effectifs des associations, c'est absolument primordial pour que ce lien et cette efficacité des actions finalement porte ses fruits. Agathe, rajouter oui, un tout petit point. Moi, ce qui m'a aussi surpris, c'est la demande des entreprises qui étaient donatrices, de dire mais comment vous pouvez nous apporter aussi des photos des dons et où est-ce qu'ils sont partis pour valoriser ça auprès de leurs collaborateurs qui avaient mis la main à la pâte pour empaqueter les lits, faire un certain nombre de choses. Donc, il y a aussi une forte volonté des entreprises de valoriser l'engagement de leurs collaborateurs et ça, on l'a vu sur plusieurs entreprises. Merci Isabelle. Puis du coup, je vais donner la parole à Patrick. Je trouve que c'est une belle façon de passer le flambeau. Patrick, je veux bien que tu fasses un témoignage de ton point de vue et que tu nous racontes un petit peu ce que je t'ai présenté comme délégué général de l'entreprise des possibles, mais c'est finalement assez récent. Et je pense que ton point de vue d'enseignement de DRH, de salarié, et puis aujourd'hui de quelqu'un qui a changé finalement aussi d'univers. Comment, toi, en tant que salarié, cette crise, comment tu l'as vécue? Et puis, finalement, d'un point de vue aussi de DRH, pourquoi l'entreprise a jugé important de répondre à cette envie d'engagement des salariés? Puisqu'on pourrait se dire que ce n'est pas forcément le rôle de l'entreprise. Donc, quel est ton point de vue là-dessus? Merci, bonsoir Agathe, merci. Donc Patrick Lepagnol, donc j'ai changé de fonction entre le premier et le deuxième confinement. Je sais pas, j'ai l'intention de m'arrêter là, je ne sais pas combien il y aura de confinement, mais donc effectivement, j'étais chez Biomérieux lors du premier confinement où j'ai pu coordonner. Donc là d'ailleurs je suis au campus de Biomérieux à Marcy-l'Étoile. Lors du premier confinement, d'habitude il y a 400 personnes, on était 6 autour d'Alexandre Mérieux pour coordonner la crise sur une trentaine de pays, puisque j'avais en charge les ressources humaines de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et c'est vrai que je me suis posé aussi pas mal de questions, parce que la période a été extrêmement intense. On a malheureusement eu 2 décès au sein de Biomérieux pendant cette première phase de confinement. Donc, un salarié en Belgique, un salarié en France. Donc, ça a été extrêmement compliqué à gérer. Donc, on a eu un élan effectivement spontané de salariés qui ont voulu, manifester pendant cette période une certaine solidarité et fraternité et qui nous ont, aussi assez spontanément demandé ce que l'entreprise allait faire pendant la crise sanitaire pour aider un certain nombre de communautés. Donc ça, c'est la bonne, on va dire, je dirais le bon côté chez Biomérieux, c'est qu'on a la chance d'avoir la famille Mérieux comme dirigeant et la famille Mérieux avait d'ores et déjà décidé de ne pas verser la moitié des dividendes et de décider en fait d'octroyer 22 millions d'euros, qui est la moitié des dividendes de l'année 2020, à des associations, notamment par le biais d'appels à projets pour remédier aux conséquences économiques et sociales du Covid.
Donc, si je prends l'exemple de la France, donc on a fait un appel à projet. D'ailleurs, on est passé par Admical et ça a très bien fonctionné. On a reçu une soixantaine de projets et on en a sélectionné une quinzaine. Et ce sont les salariés qui ont voté de façon extrêmement nombreuse pour choisir ces différents projets. On a fait la même chose dans le monde entier. Voilà. Et c'est vrai que pendant cette crise, à titre personnel, je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit, après la crise, après le confinement, je me vois mal continuer en fait à être dans un organigramme de façon un peu classique. C'est vrai que la période était un petit peu intense et ça tombait bien puisqu'effectivement Alain Mérieux m'a demandé de rejoindre l'entreprise des possibles en me disant, Patrick, voilà, par rapport à cette crise, il faut qu'on fasse beaucoup plus, qu'on investisse massivement, qu'on aille plus vite et qu'on gère des projets de plus grande ampleur. Comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, l'entreprise des possibles a été créée par Alain Mérieux il y a 18 mois sur en fait le constat, puisqu'il voyageait énormément, de dire dans nos pays développés, non seulement on a des pauvres, mais les pauvres sont seuls. Ils n'ont pas la chance d'appartenir à une communauté comme on peut l'avoir dans des pays émergents et on doit faire preuve de davantage de solidarité. Donc, je dirais, c'est la raison pour laquelle il a eu cette vision, Alain Mérieux, de créer l'entreprise des possibles pour relier un peu des mondes et d'amener les compétences et les ressources du monde économique au service d'une cause sociétale et de la société civile, une cause sociétale majeure qui est l'aide aux sans-abri. Voilà. Donc, peut-être qu'on pourra y revenir dans quelques instants. Merci beaucoup, Patrick. C'est un témoignage qui est important et qui me permet de faire une transition vers un peu la deuxième dynamique de cette table ronde. Tu fais partie des salariés qui se sont posés des questions pendant ce premier confinement et je pense qu'il y en a beaucoup et il y en a encore beaucoup parce qu'on en est au deuxième confinement. À titre très personnel, j'en ai fait aussi partie de ces salariés qui se sont posés des questions au premier confinement et qui ont changé de poste entre le début du premier confinement et puis la fin de ce confinement. Et la question du coup que je vais être amenée à vous poser, c'est tous ces salariés qui se posent des questions, qui se sont peut-être engagés dans ce premier confinement, qui se sont engagés pendant cette crise Covid, qui se sont peut-être posé des questions métaphysiques, ou en tout cas des envies de changement. Comment on va faire demain pour continuer à les engager et pour continuer à les retenir dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent aujourd'hui. Et au regard de ça, on est face à une crise sanitaire qui dure. In fine, ça fait presque 1 an que le Covid existe maintenant, déjà 1 an. Et les associations sont plongées dans la crise. Le mouvement associatif note qu'à peu près 30 000 d'entre elles, grosso modo 2% des associations, seraient à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Qui dit association qui ferme, dit bénéficiaire qui n'a plus d'action à proximité. Donc, il y a une question de société qui est soulevée par ça. Du coup, la question, c'est comment on continue à engager les collaborateurs demain? Comment on continue à faire vivre cette dynamique qui a été lancée dans une période extraordinaire? Et je note moi simplement une chose, en tant que simple citoyenne, au premier confinement, on était tous, en tout cas une grande partie dans des métropoles. Donc c'est une vision effectivement peut-être un peu biaisée, mais beaucoup se sont mobilisés pour applaudir les soignants, les soignantes, celles et ceux qui ont aidé dans cette crise. En deuxième confinement, on ne le fait déjà plus. Donc, comment on va permettre à cette réalité que vous avez décrite, que vous venez de raconter, de perdurer, d'exister? Isabelle, côté entreprise des possibles, toi, comment tu vois les choses pour demain? Comment on peut faire perdurer cette volonté de s'engager auprès du monde associatif et d'engager des collaborateurs et des collaboratrices? Et est-ce que l'engagement de leurs compétences, donc à savoir ce qu'on appelle chez Pro Bono Lab le pro bono, donc l'engagement par les compétences sur ou en dehors du temps de travail, te semble être un véhicule pertinent? Alors, ce que nous, on semble en tout cas entendre sur le terrain, c'est que cette envie de s'engager des collaborateurs qui existait préalablement à la crise, il est toujours là. Et la cause des sans-abri, là, alors qu'il y a ce deuxième confinement et qu'on rentre dans l'hiver, il est toujours bien là.
Ça, en tout cas, je l'entends par des échos et des bribes multiples. Donc ça, c'est un élément important. C'est vrai que sur la métropole de Lyon, on a aussi la chance que les pouvoirs publics se sont beaucoup mobilisés et que voilà, le plan grand froid ne s'est pas arrêté pendant l'été dû au confinement. Et du coup, voilà, ça s'est su et ça a permis aussi de permettre aux gens de dire bah, y a aussi des actions qui sont menées, comment on poursuit et comment peut-on le faire. Nous, on a ouvert notre plateforme numérique la semaine dernière en proposant des missions avec nos associations qui sont référencées chez nous, puisqu'on a quelques exigences sur cet accueil des salariés qui veulent bien être bénévoles. Bon, aujourd'hui, on peut pas encore dire qu'il y a un engouement ou une précipitation sur ces missions. On le saura assez vite, mais on entend des entreprises que oui, elles ont vraiment envie de proposer ça à leurs collaborateurs et de pouvoir abonder et de proposer sur du temps de travail qu'elles fassent une partie de ces missions. Après, nous, on propose plutôt du bénévolat de compétences, c'est-à-dire d'être en lien avec des personnes qui sont sans abri ou qui sont fragiles, et c'est des compétences plutôt relationnelles. Sur les compétences, je dirais peut-être professionnelles ou plus techniques ou plus hard, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les associations, elles ont des vrais besoins. Ça date pas d'aujourd'hui. Elles ont des vrais besoins. Ce matin, j'avais encore une demande en comptabilité, en site internet, etc. Et elles avaient presque trop de bénévoles qui accueillent les sans-abri et pas assez en termes de compétences, en disant c'est ça que l'on cherche. Donc nous, on fait plutôt des relais vers les sites qui sont faits pour ça, mais je sens que les associations, elles ont pris, d'abord il y a une espèce de communication virale entre elles savent que ça existe, elles savent demander, elles savent utiliser, et je trouve que cet accueil, enfin ce mécénat de compétences, il est encore très très utile pour, entre guillemets, qu'elles aient accès à des prestations de qualité et qu'elles puissent mener leur mission voilà, avec des moyens et à la hauteur des ambitions qu'elles ont envie de donner à leur association. Voilà. Et nous, on essaye avec ça de donner des moyens financiers pour faire des projets un peu plus importants. Patrick reparlera tout à l'heure de ce qu'on essaie de développer du côté de l'entreprise en lien avec ça. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a vraiment encore aujourd'hui des vrais besoins. Et ce que nous, on essaye de faire sur la cité de la métropole de Lyon, c'est dire que si ces personnes sont en lien avec des personnes en précarité ou en grande précarité, et qu'elles sont du coup plus à l'aise relationnellement avec ces personnes-là, ça peut aussi changer la vie dans la rue, ça peut changer la vie dans les entreprises avec des gens plus fragiles tout simplement. Et ça, c'est une ambition politique au sens noble du terme qui mettra le temps de pousser. Mais je pense qu'il y a vraiment, vraiment des personnes qui ont envie d'aller plus loin et plus fort là-dessus et que les gens sont plutôt généreux, mais ils ne savent pas comment faire et il faut leur donner un cadre sécurisé pour les embarquer là-dedans. Merci Isabelle, c'est effectivement nous ce en quoi on croit vraiment chez Pro Bono Lab, c'est cet accompagnement qui permet de mettre un pied dans l'engagement et autour d'un accompagnement plutôt collectif où on engage ses compétences au service de l'intérêt général. Mais Isabelle, oui. Ouais. Je te donne la parole, Isabelle, Conté Fondation Française des Jeux, parce que tu nous as témoigné de choses que j'ai trouvées extrêmement intéressantes lors de la préparation de cette table ronde sur cet engagement cet engagement pour demain et sur finalement la réflexion que ça avait initiée auprès de toi, au sein de la Fondation, et sur des changements qui sont impulsés et qui sont des changements dont les associations ont absolument besoin, à savoir, et j'en donne quelques termes, un soutien structurel, un soutien sur un temps long. Et ça, Isabelle, du coup, tu travailles dessus et je veux bien que tu puisses nous donner quelques éléments. D'accord. Et avant tout, je voulais aussi rebondir sur les propos que vient de tenir Isabelle, sur les différentes formes d'engagement possibles. Et je voulais évoquer aussi une autre forme d'engagement qui a été proposée à la Française des Jeux. En fait, pendant les temps d'engagement individuel que j'évoquais tout à l'heure, il y a une réflexion collective et entre les ressources humaines du groupe et les instances représentatives du personnel. En 15 jours a été signé un accord de don de jours et il y a 1400 jours de congés qui ont été offerts par les collaborateurs
au personnel médical et aux plus démunis, alors pas sous forme de jours, sous forme financiarisée, puisqu'aujourd'hui ça n'existe pas, mais je voulais quand même souligner cet autre type d'engagement qui est possible, puisque, comme le dit Isabelle, il y a beaucoup d'envie de donner. Donc, dans les entreprises, il y a aussi ce moyen-là de donner. Et puis, comme autre type de don possible, il y a aussi, pour répondre aux besoins des associations, effectivement, il y a le mécénat de compétences qui est à combiner avec notre vision, avec un soutien et effectivement, un soutien financier. En fait, la crise, pour rebondir sur ce que tu évoquais, nous a permis de confirmer que le repositionnement qu'on a initié il y a quelques années, avec un objet social qui vise à favoriser l'égalité des chances et pour les plus vulnérables, est quelque chose qui nous permet tout à fait d'intervenir dans la situation actuelle. Et le mode d'intervention part de la co-construction avec les associations. On le soulignait tout à l'heure, l'importance d'être très proche des associations pour bien connaître leurs besoins, des soutiens pluriannuels qui vont mêler du financement de projet et du financement de frais de structure pour permettre l'accompagnement dans la durée et puis qui permet le changement d'échelle de projets qui font leurs preuves. Et aujourd'hui, ce mode de fonctionnement qu'on a initié depuis 3 ans maintenant apparaît totalement adapté. Il répond aux besoins des associations. Il permet l'engagement des collaborateurs et comme dernier type aussi d'engagement que je voulais aussi souligner, on développe le mécénat de compétences dont parlait Isabelle à l'instant. On l'a testé en pilote en 2019. En 2020, on a essayé de poursuivre ce qui était possible à distance et on veut développer ce mécénat de compétences. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer que la Française des Jeux va rejoindre l'Alliance pour le mécénat de compétences parce qu'on est convaincu que les besoins sont importants et on parlait des besoins, soit de la comptabilité, de la gestion ou de l'aide à l'accès au numérique, ou enfin tout type les associations ont besoin des compétences des professionnels et on souhaite pouvoir l'apporter aussi. Merci Isabelle. Et moi j'étais très heureuse de t'entendre dire ça parce que tu es un mécène. J'ai été mécène avant d'être au sein d'une association. Et aujourd'hui, quand je vois la réalité d'une association, effectivement, le besoin de fonds, en fait, de structure, de fonds de fonctionnement, ce qui nous permet de vivre, de déployer notre ingénierie, d'avoir aussi des ressources qui font vivre nos associations. Ce besoin aussi d'aide sur un temps long, qui nous permet d'avoir une visibilité, de comprendre où est-ce qu'on va et comment on peut y aller avec les mécènes qui sont les nôtres quand on est au sein d'une association, c'est extrêmement précieux. Et donc, du coup, c'est des points sur lesquels je souhaite insister parce que tout le monde ne le fait pas et c'est de mon point de vue, des belles pratiques sur lesquelles on doit insister. Un autre point également qui me semble important et un témoignage en tant qu'association, effectivement, ce besoin de compétences aujourd'hui, il est criant, et de compétences, comme le disait Isabelle de l'entreprise des possibles, qui sont finalement des expertises. Donc, des expertises DAF, RH, comptabilité, suivi de trésorerie, c'est plein de choses comme ça qui ont toujours été nécessaires au monde associatif, mais qui, avec ce temps de crise où on doit gérer des urgences en permanence, avec un temps qui semble très court et des échéances qui sont extrêmement rapides, on en a plus besoin que jamais. Et donc, du coup, Patrick, je vais te repasser la parole en te proposant une question, mais tu n'hésiteras pas à réagir aux propos que tu as entendus. Mais du coup, la question que je souhaite te proposer, c'est penses-tu que demain, l'accompagnement par les compétences, par le partage de compétences de toutes et tous, mais a fortiori ici des collaborateurs, puisse devenir la nouvelle norme? Merci Agathe. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis relativement neuf dans le milieu associatif puisque j'ai rejoint l'entreprise des possibles il y a quelques semaines. Mais je suis frappé des points communs que je vois, parce que
J'ai travaillé une trentaine d'années en RH, 10 ans chez Danone et assimilé 20 ans chez Biomérieux. Et je suis extrêmement, mais agréablement surpris des liens et des points communs qu'il y a entre le monde de l'entreprise et les mondes des associations. Alors déjà, peut-être que j'ai rencontré un grand nombre d'associations. Je vois, il y a petites associations, grandes associations, des associations qui sont vraiment structurées comme des entreprises. Donc, c'est quand même encore assez hétérogène, mais je dirais que en termes de points communs, elles ont toutes besoin, associations et entreprises, de compétences. Elles ont besoin de renforcer leur attractivité. Elles ont besoin, je dirais, de travailler l'intégration de leurs nouveaux collaborateurs. Elles ont besoin de créer de la coopération. Elles ont besoin de fidéliser, je dirais, les compétences acquises. Je me rappelle une discussion avec un responsable d'association qui me disait il y a un coût d'acquisition du bénévole. Donc, si il vient qu'une demi-journée puis qu'il ne revient plus, voilà, globalement, voilà. Donc, il y a, je dirais, des points communs sur comment engager de nouveaux collaborateurs ou nouveaux bénévoles dans la durée, que ces personnes y trouvent du sens. Et globalement, je dirais, moi, je suis très positif, parce que je vois que les salariés, comme le disait Isabelle tout à l'heure, sont très demandeurs, continuent de demander, je dirais, comment ils peuvent participer. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Et je dirais que si je résume un petit peu ce que je comprends de leurs attentes du salarié avant de se lancer dans le bénévolat, je dirais qu'il y a, je peux le résumer de la façon suivante, il a besoin d'être rassuré et il a besoin d'être reconnu. Voilà. Donc, et globalement, donc on est en train de travailler avec Habitat Humanisme, avec les Cités d'Or, avec Merlieu Université pour développer une offre de formation, un petit parcours certifiant. On a appelé donc booster vos soft skills grâce au bénévolat, donc de façon justement à répondre à ces enjeux, à la fois rassurer et à faire en sorte que les salariés puissent avoir une vraie reconnaissance de leur engagement citoyen au sein d'associations et que ces compétences émotionnelles, ces façons je dirais, de créer de la coopération, de créer du lien. Je disais tout à l'heure que les pauvres, entre guillemets, en France, sont victimes également d'un manque de lien social et qu'il y a besoin de travailler là-dessus. Donc, les salariés sont très demandeurs par rapport à ça. Donc, on peut avoir un terrain d'entente, je dirais, gagnant-gagnant entre salariés, entreprises et associations sur le développement de ces compétences relationnelles, donc dans la façon de les valoriser, ces compétences qui font la performance dans une entreprise, qui sont vraiment prédictives de la performance et qui sont transférables, je dirais, à la fois en situation professionnelle, mais également en situation personnelle. Donc, voilà. Et donc, je me rappelle également, parce que ça m'a assez frappé, de voir que dans beaucoup d'associations, on a une fracture qui est à la fois générationnelle, mais une fracture entre salariés de ces associations et bénévoles. Donc, on a des problèmes de responsables d'associations qui souhaitent créer davantage de coopération entre ces différentes sociologies de ressources. Et donc ça, je trouve que c'est un point clair d'amélioration sur lequel on pourrait amener une offre RH à destination à la fois des salariés, des entreprises, mais également des associations. Merci Patrick, et tu m'emmènes vers la conclusion parce que je vois que l'heure du panel touche bientôt à sa fin. Il y a effectivement un peu un triangle d'or d'une certaine façon pour résumer ce que tu dis et y apporter aussi la vision que je vois jusqu'à aujourd'hui entre entreprises, qu'elles soient entreprises mécènes ou juste une entreprise intermédiaire. Et typiquement, l'entreprise des possibles joue aussi ce rôle-là, mais un pro bono lab aussi. Avec nos statuts associatifs, aujourd'hui, on crée un lien entre des mondes différents et associations. Et je pense que l'enjeu commun qui est le nôtre pour que demain cet engagement soit pérennisé, c'est de faire en sorte que ce besoin de compétences qui est criant au sein du monde associatif se fasse effectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive in fine à proposer la compétence dont l'association a besoin et qu'on arrive aussi, comme tu le disais Patrick, à valoriser le salarié, mais qui à côté de ça est un citoyen ou une citoyenne qui a apporté ses compétences à l'association. Et je permets de relayer une étude qui a été faite par l'INGEP
donc l'Institut national pour la jeunesse et l'éducation populaire, sur le mécénat de compétences d'un point de vue des volontaires, qui est une étude absolument passionnante, où le chiffre suivant est proposé. 2/3 des volontaires qui se sont engagés en mécénat de compétences souhaitent se réengager sur un temps personnel. Donc finalement, contribuer aux grandes causes sociétales qui sont les nôtres et qui sont les enjeux de notre société. Donc 2/3, c'est quand même pas rien. Et qu'effectivement, cet engagement, mécénat de compétences en l'occurrence dans l'objet qui est étudié par l'INGEP, change le rapport à soi, change le rapport aux autres, permet une ouverture sur finalement les enjeux qui sont les nôtres en tant que société, permet aussi peut-être un travail autour des biais qui peuvent être les nôtres. Et c'est du coup une modalité qui nous semble, en tout cas chez Pro Bono Lab, absolument fondamentale et qu'on doit penser au respect du monde associatif, parce que c'est finalement ce pourquoi on souhaite le faire également. Je tenais à vous remercier tous les trois. Merci Isabelle, merci Patrick pour vos retours d'expérience, ces échanges que vous avez pris le temps de préparer avec moi et avec l'ADMICAL, et pour ces retours d'expérience et ces histoires que vous nous avez racontées. Et je pense qu'on a du pain sur la planche pour éviter que ces 30 000 associations ne ferment leurs portes. Alors si déjà une ou deux, grâce au mécénat de compétences, peuvent rebondir et construire 2021, ce sera un grand pas pour notre société. Merci beaucoup à vous trois. Au revoir. Bonsoir. Merci beaucoup Agathe pour cette animation très fluide. Je vois dans les commentaires que la session courte en fin de journée a bien plu. Et merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être de prendre quelques minutes pour aller chercher un verre de votre boisson préférée et de nous rejoindre tout de suite pour une petite session courte de networking de 30 minutes en sous-groupe, comme on a pu le faire déjà ce matin. Voilà, à tout de suite et bonne fin de journée pour ceux qui ne seront pas disponibles. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.